Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité de ce soir. Lancement officiel, l'Octobre Rose au centre de reproduction Husseina, un événement organisé par le ministère de la Santé. Et joie à Gaza après l'annonce du cessez-le-feu, les Palestiniens espèrent une paix durable. Mahmoud Abbas salue l'accord soutenu par la communauté internationale. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le lancement officiel de la campagne Octobre Rose s'est tenu aujourd'hui au Centre national de référence en santé reproductive Husseina, dans une atmosphère empreinte d'émotion, de solidarité et d'engagement. Cette édition se distingue par une avancée majeure, le lancement de la vaccination contre le papillomavirus humain ou HPV, un progrès significatif dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus à Djibouti. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, et du directeur général du CHU de Djibouti. Ils étaient entourés de nombreuses personnalités, dont de parlementaires et représentantes de la population djiboutienne, venus exprimer leur soutien indéfectible à cette noble cause sous l'initiative de Fatouma Mohamed. Par cette initiative, Djibouti réaffirme son engagement collectif en faveur de la prévention, de la sensibilisation et du dépistage précoce des cancers féminins en plaçant la santé des femmes au cœur des priorités nationales. Suivant à présent l'intervention du directeur général du CHU de Djibouti. Avec le ministre de la Santé et les femmes élues de la ville de Djibouti, y compris les parlementaires, mais aussi les femmes de communes, différentes communes de la ville de Djibouti, nous avons célébré ici Octobre Rose pour sensibiliser contre les cancers qui attaquent les femmes. L'hôpital Husseina dispose de la seule mammographie au pays. Nous avons la chance aujourd'hui que nos femmes élues participent à cette sensibilisation pour que toutes les femmes de la République de Djibouti puissent venir au moins une fois par an ici au centre et se détecter pour le cancer des seins, mais aussi pour le cancer qui attaque le col de l'utérus. Et le ministre de la Santé a rappelé dans son intervention qu'il était primordial de sensibiliser les femmes djiboutiennes face à ces cancers. On l'écoute. Nous fêtons chaque année cet événement-là, mais cette fois-ci, nous avons voulu le fêter avec les femmes parlementaires parce que vous êtes les représentantes de la population. Vous êtes les représentantes des femmes et des hommes aussi, de toute la population. Mais comme étant donné que vous êtes des femmes, donc nous avons voulu que cette fois-ci vous participiez avec nous cette cérémonie qui marque en fait la lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Les deux cancers sont les cancers les plus létals qui tuent les femmes. Si on regarde les causes de décès les femmes à Djibouti, ce n'est pas les accidents de la route. Ce n'est pas les problèmes cardiaques. Par exemple, chez les hommes, il y a d'autres mortalités. Il y a le tabagisme, il y a les accidents de la route, il y a les AVC, les maladies cardiovasculaires, le diabète. Mais les femmes, c'est surtout le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein qui sont les plus fréquentes. Et nous voulons vraiment, nous avons tous les équipements ici. Nous avons ici à Husseina 2 machines performantes de mammographie. Chaque machine est capable de faire par heure, elle peut faire jusqu'à 100 examens. Elle peut faire 100 examens par heure.
machines. Vous imaginez? Et nous avons 2 machines. Alors qu'ici, au total, 2000 femmes par année viennent seulement. Alors qu'elle est capable de faire 100 par heure. Donc nous voulons vraiment sensibiliser les femmes pour qu'elles puissent se dépister sur le cancer du sein. Passer l'âge de 35 ans, toutes les femmes âgées de plus de 35 ans doivent se dépister contre le cancer du sein et contre le cancer du col de l'utérus. Le cancer du sein, c'est la mammographie à faire tous les 3 ans à partir de 35 ans, et il faut faire le frottis pour les femmes qui, donc tous les 3 ans à partir de 35 ans. Dans l'actualité également, le centre d'entraînement de Mariama, situé au nord-est du village de Wéa, dans la région d'Arta, à la jonction de la route nationale 1 et la piste Arta-Plage, occupe une place centrale dans le dispositif de formation des forces armées djiboutiennes, véritable référence nationale en matière d'entraînement militaire. Le site est toujours et depuis plusieurs décennies le théâtre de formation, recyclage et préparation opérationnelle des troupes avant leur déploiement à l'extérieur du pays. Depuis le premier bataillon Hill 1, parti en mission en Somalie en 2011, jusqu'au bataillon Hill 13, dont le départ est prévu pour février prochain, Mariama a constamment servi de tremplin tactique et stratégique pour les contingents djiboutiens engagés dans les opérations de maintien de la paix. Askariyo ina tahay taliki kobani mada ugubiyo alankiyo arladu kiyir kanaye ina tahay awodi lagu arsanayay moqtahay askariyo ina tahay awodi lagu arsanayay moqtahay. Et par la suite, la journée d'inspection a débuté par une présentation détaillée sur carte assurée par le lieutenant-colonel Abdelaziz Ahmed Jamar, point focal de la DGRI pour ce projet. Cette présentation a permis de retracer les grandes lignes de la modernisation du complexe et de situer les différentes zones fonctionnelles du centre, zones d'hébergement, formation, simulation et logistique. Le projet Mariama touche désormais à sa phase finale avec une capacité d'accueil prévue de 1000 hommes repartis sur 3 sites distincts. À l'issue de la présentation, le général Zakaria a conduit une visite technique approfondie des différentes installations, blocs d'hébergement, zones d'entraînement, espaces de restauration et infrastructures de soutien logistique. L'inspection a permis de constater une progression significative des travaux réalisés dans le respect du calendrier fixé. tahay awoodi lagu arsanayay ma og tahay askariyo ina tahay awoodi lagu arsanayay ma og tahay askariyo ababulihi guushi ambaqaadki noloshiyo ebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo
askariyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo. Dans l'actualité également, la toute première crèche garderie de la région d'Ali Sabié a vu le jour le 8 octobre dernier. Cet événement marquant s'est déroulé dans l'enceinte du Centre d'action sociale pour l'autonomisation des femmes, un établissement inauguré l'année dernière par le président de la République. La cérémonie a été présidée par le préfet de la région d'Ali Sabié, Abdelmalik Mohamed Benoïta, en présence de plusieurs personnalités. Et cette nouvelle infrastructure dans le renforcement des politiques d'autonomisation des femmes et de soutien à la petite enfance et la mise en place de cette crèche-garderie permettra aux mères actives ou en formation de bénéficier d'un environnement sécurisé et adapté pour la garde de leurs enfants. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie du gouvernement de développement social, en particulier dans le cadre de la promotion de l'égalité des chances et du renforcement des services sociaux de proximité dans les régions de l'intérieur. La cérémonie se conclut par une visite des locaux de la crèche équipés pour accueillir les tout-petits dans des conditions optimales. Le préfet de la région d'Arta, Hassan Dabali Ahmed, a chaleureusement accueilli la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Fatouma Moussa, accompagnée de plusieurs membres de sa délégation. Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme national d'alphabétisation qui entre dans sa 8e année de mise en œuvre. À cette occasion, une réunion de concertation s'est tenue dans la salle de réunion de la préfecture, réunissant les principaux acteurs impliqués dans le programme. La rencontre a été coprésidée par le préfet d'Arta, la secrétaire générale de l'UNFD, le président du conseil régional et plusieurs autres personnalités et l'équipe pédagogique de la direction régionale du MENFOP, coordonnée par l'UNFD en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Affaires sociales et de solidarité, le ministère de la Femme et de la Famille. Le programme national d'alphabétisation vise à réduire le taux d'analphabétisme, à promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes filles et à favoriser leur intégration socio-économique à travers l'éducation. À l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale célébrée chaque année le 10 octobre sous l'égide de l'OMS, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a organisé une cérémonie marquante au centre d'orientation et d'assistance aux migrants d'Obok. Cet événement, tenu dans la région d'Obok, a rassemblé migrants, réfugiés et locaux, mettant en avant l'importance d'une prise en charge inclusive dans la santé mentale pour les communautés vulnérables. La cérémonie a été ouverte par une série de discours engageants. Dr Youssouf Moussa, chef du sous-bureau d'Obok de l'OIM, a pris la parole. Il a été suivi bien sûr par les autorités de la région et le préfet Moussa Aden Migane qui a clos les allocutions d'ouverture en réaffirmant l'engagement des autorités à promouvoir un accès équitable à la santé et en appelant à une collaboration renforcée avec les partenaires humanitaires. Et suivant les interventions des responsables du bureau de l'OIM d'Obok. Le thème de cette journée, cette année 2025, est l'accès aux services à la santé mentale en cas de catastrophe et d'urgence. Ce thème met en lumière l'importance cruciale de garantir un soutien psychosocial et des services de santé mentale accessibles, inclusifs et adaptés aux personnes touchées par les crises humanitaires, les catastrophes naturelles, les conflits ou des urgences sanitaires. En tant que l'OIM, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui certaines des activités que nous proposons ici au centre chaque jour pour renforcer la santé mentale des migrants. La violence aux frontières, la perte d'être cher, l'incertitude au statut légal, l'isolement culturel dans un pays d'accueil. Donc, selon les études de l'OMS, une personne sur 3 après des catastrophes, que ce soit des catastrophes naturelles
comme des inondations ou des ouragans, ou bien des catastrophes humaines liées à des guerres, à des conflits, une personne sur 3 présente des problèmes de santé mentale. Et une personne sur 20 présente des problèmes très avancés et graves. Donc, ce qui donne l'importance de couvrir la prise en charge de santé mentale et de structurer et d'inclure la politique de la santé mentale et l'accès aux services de santé mentale à tous les niveaux, à toutes les localités, que ce soit des camps de réfugiés, que ce soit les différentes localités périphériques, que ce soit les centres de transit des migrants. J'avais juste cité l'exemple de migrants et des bénéficiaires que nous recevons dans les centres, dont chacun, durant son séjour, fait sortir les différentes séquelles de cicatrices non encore guéries suivies lors de la migration, sur lesquelles a une perturbation énorme sur leur bien-être personnel et en même temps sur leur avenir à court terme et à long terme. Suivons à présent l'intervention du préfet de la région d'Obok. C'est avec un immense plaisir et un profond sentiment de responsabilité que je prends aujourd'hui la parole à l'occasion de cette journée mondiale pour la santé mentale organisée par l'OIM au sein du Centre d'orientation et d'assistance des migrants d'Obok. Cette journée internationale, célébrée dans le monde entier, nous rappelle que la santé mentale est un élément essentiel du bien-être de tout individu. Elle ne se limite pas à l'absence de troubles, mais englobe la capacité de chacun à faire face aux difficultés, à travailler de manière productive et à contribuer à la communauté dans laquelle il vit. À Obok, cette thématique prend une dimension toute particulière. En tant que région frontalière, nous accueillons chaque jour de nombreux migrants, mais aussi des déplacés forcés ayant fui la guerre, la pauvreté ou les catastrophes naturelles. Beaucoup d'entre eux ont connu des épreuves douloureuses, des séparations, des pertes et parfois des traumatismes profonds. Leur accompagnement psychologique et social constitue donc une priorité absolue pour leur permettre de retrouver espoir, stabilité et dignité. Je tiens à saluer et à féliciter l'Organisation internationale pour la migration pour son engagement indéfectible et son travail remarquable en faveur des migrants et les communautés hôtes. À travers ces programmes, l'OIM offre non seulement un appui matériel et médical, mais aussi un soutien psychosocial essentiel qui aide les plus vulnérables à se reconstruire et à retrouver confiance et paix en eux-mêmes. Je souhaite également remercier l'ensemble des partenaires institutionnels et humanitaires, qu'ils soient nationaux ou internationaux, pour leur précieuse collaboration avec l'OIM. Leur action conjointe contribue à renforcer la résilience des communautés et à promouvoir une approche humaine et solidaire de la santé mentale. La santé mentale est un droit fondamental et un enjeu majeur de santé publique. Investir dans ce domaine, c'est investir dans la paix, la stabilité et le développement durable de notre société. Enfin, j'invite chacun d'entre nous à demeurer attentif à ceux qui souffrent en silence. En soutenant, en écoutant et en comprenant, nous bâtissons une société plus forte, plus unie et plus humaine. La République de Djibouti a fait beaucoup pour les déplacés forcés, tels que les réfugiés, depuis la promulgation de la loi nationale sur les réfugiés, que ce soit assistance matérielle, médicale et éducative. Il y a aussi, pour la santé mentale, la cellule d'écoute. Je vous remercie et la journée est ouverte. Que la fête commence. Merci. Et nous terminons en sport. Dans l'actualité nationale, à Djibouti, le sport qui connaît une véritable métamorphose portée par la vision du chef de l'État et soutenue par le secrétariat d'État au sport. Une politique ambitieuse qui transforme peu à peu les habitudes et les disciplines pratiquées dans le pays. Entre diversification, inclusion et promotion du sport loisir, cette dynamique redéfinit le visage du sport djiboutien. Reportage. Le sport en pleine métamorphose. À Djibouti, le sport connaît une transformation profonde et structurée. Portée par la vision du chef de l'État, son Excellence Malmar Guelleh, et concrétisée par le secrétaire d'État chargé au sport. Une politique ambitieuse est en train de redessiner le paysage sportif national.
Longtemps dominé par deux disciplines phares, le football, passion populaire, et l'athlétisme, fierté nationale. La scène sportive djiboutienne s'élargit désormais à une multitude de pratiques, reflétant une volonté de diversification et d'inclusion. Grâce à cette politique d'ouverture, Djibouti voit émerger des disciplines variées et parfois inattendues. Le badminton, lutte traditionnelle ou encore le dos de chamel, un jeu traditionnel adapté en compétition, gagne en visibilité et en popularité. L'introduction art martial vietnamien fondé sur la rigueur, la maîtrise de soi et le respect attire une jeunesse avide de nouvelles expériences et de repères. Parmi les pratiques en plein essor, le fitness s'impose comme un véritable phénomène de société. D'abord prisé par les jeunes, soucieux de leur forme physique et de leur bien-être. Il attire également de plus en plus d'hommes âgés qui y trouvent un moyen de préserver leur santé et de maintenir des activités régulières et de lutte de sédentarité. Au-delà de la compétition, le sport-loisir connaît lui aussi une évolution notable. Des activités ludiques et éducatives, comme le chasse au trésor, rencontrent un succès croissant. Ce jeu collectif qui combine activité physique et esprit d'équipe et découverte de l'environnement s'inscrit dans une logique de préservation écologique et d'éveil citoyenne. En conjuguant héritage culturel et ouverture aux innovations, Djibouti affirme une vision claire et ambitieuse du sport. Plus qu'une simple pratique physique, il devient un outil de développement, un facteur de cohésion nationale et un levier d'émancipation individuelle. Dans cette dynamique, le sport djiboutien se positionne comme un modèle régional en pleine construction où chaque génération trouve désormais sa place. En nouvelle régionale, l'Ouganda poursuit avec détermination son entrée dans l'ère de la production pétrolière à travers le projet d'oléoduc de pétrole brut d'Afrique de l'Est, l'un des plus ambitieux du continent. Ce chantier stratégique devrait stimuler la croissance économique, créer de nouvelles opportunités d'emploi et renforcer le développement durable du pays, tout en respectant les normes environnementales internationales. Situé dans la région d'Albertine, et ce projet donc vise à acheminer le pétrole brut des gisements jusqu'au port de Tanga en Tanzanie via un oléoduc long de 1443 km pour un investissement estimé à 5 milliards de dollars. Avec des réserves estimées à 6,5 milliards de barils, l'Ouganda mise sur une exploitation responsable et de ses ressources naturelles. Et le pays s'est fixé pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2062, tout en développant des programmes de formation pour les jeunes talents nationaux dans des domaines du pétrole, de l'énergie et des infrastructures. Joie à Gaza après l'annonce du cessez-le-feu. Les Palestiniens espèrent une paix durable. Mahmoud Abbas a salué l'accord soutenu par la communauté internationale et le président américain Donald Trump a annoncé ce week-end son intention de se rendre prochainement en Égypte pour assister à une cérémonie officielle de signature de l'accord du cessez-le-feu à Gaza. En septembre, la commission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est et Israël, a conclu qu'Israël avait commis un génocide à Gaza. Et enfin, le nord de la bande de Gaza est aujourd'hui le théâtre d'un retour massif de milliers de déplacés palestiniens dans une scène profondément humaine après de longs mois de souffrance et d'exil. Les habitants sont revenus à pied ou à bord de moyens de transport rudimentaires vers leur quartier détruit.
portés par l'espoir de voir la vie reprendre son cours normal après plus de 2 années de bombardements et de blocus. Selon plusieurs observateurs, cet accord représente une opportunité pour amorcer les efforts de secours et de reconstruction, alors que la communauté internationale appelle à préserver la trêve et à faciliter l'entrée de l'aide humanitaire destinée aux habitants de Gaza, confrontés à une situation humanitaire extrêmement difficile. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre très aimable attention.